Bonjour à tous, ça fonctionne, oui. Donc du coup, nous allons présenter en duo, chacun notre tour. Donc je vais commencer et puis Simon fera la suite. Donc notre présentation parle à la fois de neige et de glacier. Donc la neige, c'est le temporaire, c'est le saisonnier. Les glaciers, c'est le permanent à l'échelle humaine. La neige, c'est aussi le macroscopique, puisque en période hivernale, ça couvre quand même une zone importante de la chaîne pyrénéenne et donc des volumes d'eau conséquents. Les glaciers, c'est du microscopique, donc c'est des volumes d'eau, eux, qui sont qui sont pratiquement dérisoires et n'apportent pas véritablement d'eau en termes de quantité à l'échelle des Pyrénées. Mais Simon peut-être nuancera un peu mon propos. Et sur cette photo, là, on est sur le plateau des neiges du glacier d'Ossou, le Vignemale en haut à droite. Ça, c'est la campagne de mesure qu'on fait au mois de mai au niveau du glacier pour mesurer la quantité de neige accumulée pendant l'hiver. Donc, elle illustre à la fois le glacier qui est en dessous de ce manteau neigeux, bien visible. Pour revenir à la neige, donc la neige, comme elle représente une quantité d'eau importante, elle est pleinement dans le sujet. Les glaciers, c'est un volume d'eau plutôt dérisoire. Donc, je serais tenté de dire que c'est un petit peu hors sujet, mais symboliquement, c'est quand même une ressource, un réservoir d'eau important, puisqu'il est visible, c'est de l'eau solide et visible, contrairement à l'eau souterraine, par exemple, difficilement observable. C'est le gros. Tac. Donc, puisque je suis un peu hors sujet, j'en profite. Donc, pour s'approcher de la cryosphère, il y a deux façons. Soit on s'élève en altitude à gauche, soit on s'élève en latitude à droite. La différence, c'est que pour observer la cryosphère de montagne, c'est bien plus proche, c'est bien plus rapide. On peut y aller à pied, pas besoin de prendre l'avion. Et donc, ceci grâce au fait que le gradient climatique en verticalité est 1000 fois plus rapide qu'en horizontalité. Donc, accéder à la cryosphère dans les Pyrénées est finalement un voyage lointain tout proche, puisque c'est à côté de nous, et on peut donc facilement y accéder. Cette cryosphère pyrénéenne, donc, elle est sur les plus hauts sommets, sur les 3000. Ici, on a le paysage de la vallée du Lys dans le Luchonnet, où on voit de manière très pédagogique l'organisation en étages du paysage de montagne, ici simplifié à outrance, où du coup, à pied, on peut se rendre jusqu'au glacier en passant des différents étages avec à chaque fois des paysages singuliers et variés. Donc c'est une invitation au voyage. Vous voyez, je suis vraiment dans leur sujet. Tout ça pour aller donc accéder à un glacier pyrénéen. Ici, le glacier de Boum, en l'occurrence, qui offre un joli marbré glaciaire. Alors, quand on a justement cette vision d'un glacier, c'est mauvais signe. Et c'est joli à l'œil, mais c'est mauvais signe pour l'état de santé du glacier, puisque là, on a un glacier qui est en ablation, en fonte sur la totalité de sa surface. Elle a été recoupée, biseautée, et on y voit donc la structure sédimentaire, la structure feuilletée qui correspond à l'alternance des saisons. Et donc, on remarque sur ce glacier qu'il n'y a pas de zone où de la neige de l'hiver, quasiment pas de zone où de la neige de l'hiver est conservée. Donc, c'est un glacier qui ne se régénère pas et qui est voué à disparaître. Effectivement, puisque cette photo, elle date de 2010, donc elle n'est plus du tout d'actualité. Et ce même glacier, en 2000 en haut et en 2023 en bas, donc le glacier de Boum fait partie des récents glaciers pyrénéens disparus, donc qui n'existent plus. Et ça s'est produit au cours des dernières années, notamment 2022 et 2023, qui ont été particulièrement forte, en fonte au niveau des glaciers pyrénéens, des années de fonte exceptionnelles. Donc on est passé de 8 hectares à moins de 1 hectare, quelques lambeaux de glace encore aujourd'hui, mais quasiment plus rien sur ce glacier de Boum. Et de la même façon, d'autres glaciers ont disparu, j'en reparlerai juste après. Mais avant ça, donc un zoom sur le glacier d'Ossou au Vignemale. Donc là, ce coup-ci, on est dans la zone de cœur du Parc national des Pyrénées.
Et ce glacier d'Ossou est celui qui est le plus mesuré dans ces 3 dimensions. Donc mesurer un glacier, c'est mesurer l'évolution de ses paramètres physiques, de ses mensurations. C'est les 3 dimensions de l'espace, donc longueur, surface, épaisseur. Et donc ceci est réalisé donc, dans le cadre de l'association Morane depuis 2000. Et c'est 5 visites par an au glacier d'Ossou, chaque année, en répétant à l'identique ce protocole de mesure. Chaque visite, c'est une dizaine de relevés qui sont effectués. Donc ça fait plus de 1000 relevés depuis le début des mesures qui sont condensés ici à travers ces chiffres-là, donc avec en moyenne un glacier qui perd 13 mètres de longueur par an, qui perd plus d'1,5 hectare, quasiment 2 terrains de foot par an en superficie, et en épaisseur 2 mètres par an en moins en moyenne, sachant que donc 2022 et 2023 ont été des années records de fonte, puisque le glacier a perdu 4,50 mètres et 5 mètres au cours de chacune de ces années. Donc l'espérance de vie, là aussi, est malmenée pour ce glacier-là, qui reste quand même le plus grand glacier des Pyrénées françaises, avec encore 22 hectares plus 1, 24 hectares pour le glacier d'Ossou, alors que là, il faisait 55. Et donc c'est le plus grand des Pyrénées françaises, le plus grand des Pyrénées étant le glacier d'Aneto en Espagne, qui fait encore une 30aine d'hectares. De manière plus... en zoomant et en essayant justement un peu de se raccrocher au sujet quand même de la ressource en eau, ça, c'est des mesures faites sur le glacier d'Ossou, donc là, depuis 2002 jusqu'à 2023, même 2024, avec les 2 paramètres que l'on mesure sur le glacier annuellement, à savoir l'accumulation neigeuse hivernale et la fonte estivale. Donc ce sont les 2 paramètres du bilan annuel, le bilan hivernal, cumul de neige, le bilan estival, c'est le bilan de la fonte. Et donc avec les tendances pour chacun de ces 2 paramètres du bilan glaciaire. Donc ici, l'accumulation de neige, donc c'est des mesures d'accumulation de neige à entre 3000 et 3100 d'altitude, donc de haute montagne. Comme ça avait pu être dit déjà à plusieurs reprises, sur cette série de 22 ans de mesures, on a 23 ans même, on n'a pas véritablement de tendance. Il y a une variabilité, bien sûr, sur les accumulations de neige au niveau du glacier d'Ossou, les accumulations annuelles. On a une variabilité, mais une petite tendance à la diminution, mais qui n'est pas forcément très importante. Et en opposition, donc, le bilan estival, donc la fonte du glacier pendant l'été, où là il y a aussi une variabilité, mais là avec une tendance qui est plus marquée. Donc c'est vraiment en fait l'été, c'est vraiment cette période estivale, cette ablation estivale qui pilote l'évolution du glacier. Et de manière plus globale, avec 2 graphiques. Donc ici c'est l'ensemble des glaciers pyrénéens, avec le paramètre surface, donc tous les glaciers des Pyrénées, évolution depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui. Donc en 1850, on totalisait une centaine de glaciers dans les Pyrénées pour 23 km² de glace en superficie. Même à cette époque-là, je pense que la ressource en eau d'origine glaciaire était déjà très faible au regard de la chaîne pyrénéenne et des grands bassins versants. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y en est beaucoup moins, puisqu'on a perdu 93% de la surface de l'englacement pyrénéen, puisqu'on n'est plus qu'à 1,6 km² et 17 glaciers. Il y avait encore 44 glaciers en l'an 2000 et 5 km², donc c'est plus qu'un glacier par an qui disparaissent. Donc, qui est, comme je l'ai marqué là, bon, c'est pas bien pris au niveau de la mise en page, mais voilà, Sentinelle du climat, les glaciers des Pyrénées aujourd'hui, bien plus que des réservoirs d'eau, c'est vraiment des sentinelles du climat qui illustrent ce réchauffement global à l'échelle locale, avec chaque année donc plus que 1 à 2 glaciers qui disparaissent, et plus que 17 glaciers aujourd'hui, mais de taille très, très petite. Donc on a une accélération de la fonte qu'on observe sur ce graphique depuis les années 80, comme ça a été dit aussi, et qui correspond à ce réchauffement global bien visible à l'échelle planétaire depuis également cette période-là. Et ce graphique donc montre bien à travers 3 valeurs que les valeurs
observées, mesurées, donc depuis 1850 à aujourd'hui, ne peuvent être corrélées ou montrées par des modèles que si, dans ces modèles, on intègre le facteur humain. Si on n'intègre pas le facteur humain, on n'a pas possibilité de coller à la réalité, donc d'où bien évidemment le rôle essentiel des activités humaines dans ce réchauffement global. Et une dernière diapositive de neige pour passer la parole à Simon. Donc une photo de neige avec à la fois de la poussière saharienne, ces teintes un peu marron, mais aussi, qu'on remarque peut-être davantage, c'est des colonies d'algues unicellulaires, donc les algues rouges qui se développent sur les neiges au moment du printemps, au moment où il y a de l'eau liquide qui apparaît dans le manteau neigeux. Merci Pierre. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Simon Gascoin, je suis chargé de recherche au CNRS, je travaille à Toulouse dans un laboratoire qui s'appelle le Centre d'études spatiales de la biosphère. J'utilise beaucoup d'images satellites, contrairement à Pierre qui fait beaucoup de terrain. Moi, je reste au chaud dans mon bureau pour étudier le manteau neigeux. Mais néanmoins, voilà, je m'intéresse beaucoup à cette thématique-là également. Et donc, je vais vous parler de l'enneigement. Donc, comme l'a dit Pierre, c'est vraiment l'aspect plus temporaire de la cryosphère, mais qui a une importance hydrologique plus significative, comme je vais vous le montrer. Pour revenir à cette question justement de l'importance hydrologique des glaciers, vous savez que Pierre est un vulgarisateur hors pair et puis il est souvent accompagné par des journalistes, donc on entend souvent parler de ses travaux dans la presse. Et par exemple là récemment dans La Dépêche, vous voyez, 17 septembre 2024, il avait été accompagné et donc il y a un article qui avait été publié et moi j'aime bien aller voir les commentaires en fait dans le bas des articles. Alors parfois c'est un peu démoralisant vis-à-vis de l'espèce humaine, mais c'est aussi intéressant, notamment on retrouve souvent ce type de commentaires. Là par exemple Cahouette qui nous dit le maïs soifard va devoir déménager, les Pyrénées ne pourront plus autant alimenter les canons à eau en raison de la fonte des glaciers. Alors c'est vrai que c'est une idée, souvent on entend cette préoccupation et donc pour essayer d'y répondre, puisqu'on est dans un lycée, je vous propose de faire un petit exercice, ce sont des journées scientifiques après tout. Sachant que ici, voilà, donc vous pouvez prendre un petit cahier, un petit crayon. Non, je vous rassure, la calculatrice est autorisée. Non, je ne vais pas vous faire travailler, mais je vais vous faire le raisonnement. Donc ici, le gave de Pau Argelès-Gazost, par exemple, le débit au mois de septembre, il est de l'ordre de 20 mètres cubes par seconde. On a la chance d'avoir une station hydrométrique ici. Les glaciers du Vignemale, donc le glacier d'Ossou en particulier, qui est très bien suivi par l'association Maurenne, on sait qu'il perd en moyenne 1,5 mètre d'équivalent en eau par an. Ça, c'est vraiment la fonte de la glace. Donc, en équivalent en eau, c'est-à-dire en lame d'eau liquide. Chaque année, la superficie, c'est 30 hectares. En fait, voilà, si on faisait couler toute cette eau-là à Argelès-Gazost au mois de septembre, ça représenterait environ 1% du débit. D'accord ? Donc, avec ou sans glacier, finalement, on ne remarquerait pas de changement dans la rivière ici. Voilà. Et attendez, je reviens en arrière. Ça correspond, je pense que j'ai calculé, ça correspond entre 6 et 8 heures d'écoulement du gave de Pau, la fonte du glacier d'Ossou. Alors, c'est pas non plus, c'est quand même beaucoup d'eau finalement quand on regarde passer tout ça. Donc, il faut bien avoir conscience qu'il y a une question d'échelle en fait dans cette question de la contribution des glaciers. Dans les Pyrénées, c'est vraiment extrême. Et la question dans plein d'autres chaînes de montagnes se pose. Il faut remonter à proximité des glaciers pour avoir une importance hydrologique. Et ce n'est pas forcément à ces endroits qu'il y a une question qui se pose en termes de ressources en eau, mais plus en termes d'écosystème. Et là, peut-être que les glaciers ont un rôle à jouer, jouent un rôle effectivement dans la pérennité de certains écosystèmes de très haute montagne. Mais c'est très peu étudié finalement. Et honnêtement, il n'y a pas de travaux de recherche sur ça actuellement dans les Pyrénées. Voilà, donc je vais vous parler de la neige du coup, parce qu'en fait, je reviens encore une fois, finalement,
Qu'est-ce qui compte dans le débit du gave de Pau ici? Vous voyez, c'est cette onde qu'on appelle onde nivale là, qui a lieu entre mai et juin. Donc c'est la fonte de la neige évidemment qui apporte l'essentiel du débit des rivières dans les Pyrénées. Ça a été dit déjà plusieurs fois par les intervenants précédents. Alors, la question qu'on me pose toujours, c'est la neige, qu'est-ce qui se passe en fait dans les Pyrénées? Est-ce qu'il y en a plus, il y en a moins? Alors, il y a une étude qui répond à cette question précisément, donc je vous invite à la consulter si vous voulez en savoir plus, mais je vais essayer d'en tirer les éléments clés. Donc, on a utilisé une reconstruction du manteau neigeux de 1958 à 2017, reconstruction de la hauteur de neige en moyenne, donc c'est assez complexe, mais je vais vous donner les messages clés. On a observé une tendance à la baisse, pas toujours significative. Vous pouvez voir par exemple ici, c'est à la tranche d'altitude 1500 mètres environ, entre plus ou moins 300 mètres. Vous voyez la variabilité interannuelle de 1958 à 2017, elle est énorme. Néanmoins, on peut détecter une légère baisse. Et cette baisse est plus marquée à 2100 mètres d'altitude. Vous voyez, mais encore une fois, la baisse est quand même difficile à voir en fait, compte tenu de la variabilité naturelle du climat. Donc plus marqué à 2100 qu'à 1500. Plus marqué à 2100, ça fait écho aux éléments qui ont été donnés précédemment sur le fait que le réchauffement climatique est plus marqué en fait en été et à la fin du printemps dans les Pyrénées qu'en hiver. Donc à haute altitude, finalement, c'est la température, la fin du printemps qui impacte beaucoup le manteau neigeux. Donc ça, c'est cohérent. On a aussi une baisse plus marquée à l'ouest qu'à l'est de la chaîne. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu contre-intuitif, en fait. Finalement, donc sur les Pyrénées-Orientales, le fait qu'il y ait une variabilité très forte fait que c'est plus difficile de détecter les tendances, en tout cas jusqu'à 2017. Peut-être si on ajoutait les dernières années, ça pourrait changer ce type de résultat. Mais sur l'ouest, en fait, on a une tendance quand même plus claire. Donc c'est lié au fait qu'il y a la température de l'océan en fait, qui influence beaucoup plus cette partie-là des Pyrénées. Ah, il me reste 5 minutes, donc il faut vraiment que j'accélère, ou sinon je dépasse un peu. Dernière chose, on a une variabilité très marquée, voilà, et ça c'est lié aux oscillations naturelles du climat. J'avance. Alors, donc je vous ai dit, moi je travaille avec des données satellites. Alors, en quoi les satellites peuvent nous aider? C'est difficile parce que les satellites n'existent depuis pas très longtemps. Donc, pour étudier le climat, on a besoin au moins de 30 ans d'années de mesures. Et la plupart des satellites ont été lancés dans les années 2000. Du coup, on peut faire des choses quand même, mais il faut utiliser des archives un peu anciennes. Alors, ce qu'on fait avec les satellites, c'est qu'on étudie. Là, récemment, on a fait un travail tout récent. La soutenance de thèse de mon doctorant a été... la soutenance a eu lieu il y a 2 semaines. Donc, on a étudié la date de déneigement. Alors, pourquoi la date de déneigement? Vous voyez, la hauteur de neige, ça, c'est impossible à mesurer par satellite. La hauteur de neige, on n'y arrive pas. Par contre, ce qu'on arrive à mesurer, c'est la durée d'enneigement. On sait qu'il y a de la neige ou il n'y a pas de la neige. On le voit, la neige, c'est blanc. On fait une photo depuis l'espace. Si on en fait assez fréquemment, on peut reconstituer cette période-là. En particulier, ce qui est vraiment intéressant du point de vue des écosystèmes, c'est ce qu'on appelle ici la date de déneigement. Alors là, désolé, c'est l'acronyme anglais, Snow Melt Out Date, le SMOD. Là, cette date-là, ça contrôle vraiment la croissance de la végétation dans les écosystèmes de haute montagne. Donc, on a envie de savoir si cette date-là a évolué au cours du temps. Donc, on utilise des images satellites. Alors, par exemple, c'est ce qu'on peut faire. Alors, les satellites, ce qui est bien, c'est qu'ils ne connaissent pas les frontières. Donc, on peut étudier ça à grande échelle. Vous voyez, sur les Alpes, ça, c'est une illustration que j'avais faite à partir d'un satellite assez récent qui s'appelle Sentinel-2. On peut avoir à grande échelle et avec un niveau de détail assez élevé, donc à 20 mètres de résolution, cette date de déneigement pour une année donnée. Vous voyez, donc ici, donc entre mars et juillet, là, dans les Alpes du Sud, un zoom. Le problème, c'est que ça, on le fait donc avec un satellite qui est assez récent. Et comme je vous disais, on a besoin de 30 ans de données. Donc tout le travail de mon doctorant, là récemment, ça a été d'assembler une série d'images satellites qui débutent dans les années 80, 1986, avec le satellite Spot 1, premier satellite d'observation de la Terre lancé par la France, jusqu'au Sentinel-2B, qui lui, par contre, démarre en 2017. Donc en assemblant ces séries donc de 10 satellites, là, on a pu reconstituer une série suffisamment longue pour faire vraiment une analyse climatique. Donc je vous passe les détails parce que ces images satellites-là, Spot 1, 2, 3, etc., elles sont absolument
dégueulasse. C'est-à-dire que c'est vraiment des images de très basse qualité. Voilà, c'est comme les photos des appareils photo des téléphones portables d'il y a 15 ans. Et donc, il a fallu utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour extraire le manteau neigeux. Et le résultat, le voilà. Donc sur la date de déneigement, donc on l'a fait encore une fois avec des tranches d'altitude. Donc vous voyez que c'est tout rouge. Donc ça veut dire que la date de déneigement, elle a plutôt tendance à avancer de l'ordre de quelques... Alors là, ce sont des jours par décennie, donc de l'ordre de 5 jours par décennie. Voilà, avec une tendance un peu plus marquée à basse altitude qu'à haute altitude. Néanmoins, remarquez, vous avez des points noirs ici. Les points noirs, c'est les endroits où la tendance est significative. C'est-à-dire du point de vue statistique, on peut dire oui, effectivement, c'est sûr, ça baisse. Quand c'est rouge et qu'il n'y a pas de point noir, ça baisse, mais voilà, il y a une forte variabilité. Et quand c'est gris, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, donc ça, c'est des résultats tout nouveaux. Et alors, ce que je voulais quand même dire, c'est que dans les Alpes, en fait, on a des tendances plus claires. On a des tendances plus claires, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des tendances donc à 1500 mètres également pour les Alpes du Nord. Et ces tendances-là, en fait, elles sont plus marquées quand on descend au sud de la chaîne à plus haute altitude. Et ça fait écho à ce que disait Pierre avant, c'est que en fait, on a des climats équivalents en montant en altitude quand on change de latitude. Voilà, là, j'ai plus de temps. Donc, je passe sur ça parce que ça, c'est les détails. En fait, j'aimerais quand même dire le lien avec l'écologie parce que la neige, c'est une ressource en eau, mais c'est quand même aussi, ça impacte en fait énormément les écosystèmes pyrénéens. Et donc là, une étude tout récente qu'on a menée avec des écologues du laboratoire d'écologie alpine et qui a concerné plusieurs chaînes de montagnes, dont les Pyrénées, c'est en fait, on a montré que les zones où cette date de déneigement avançait le plus, en fait, sont les zones qui verdissent le plus à l'échelle de ces chaînes de montagnes-là. Donc il y a un verdissement, en fait, vous avez peut-être entendu parler de ce verdissement qui traduit le fait qu'il y a une recolonisation de la végétation à l'échelle des chaînes de montagnes. En fait, il est boosté dans les zones où le déneigement est le plus fort. Voilà, donc ça c'est une étude tout à fait récente. Je trouve intéressant qu'il y ait le lien entre la dynamique des écosystèmes et celle de l'enneigement. Je passe. La sécheresse 2022, si vous voulez, on pourra en reparler parce que je trouve que c'est un élément très intéressant justement pour faire la communication vis-à-vis du changement climatique. Je passe également. Je voudrais juste, pour terminer, parler de ça, les poussières sahariennes et les algues, parce que Pierre en a parlé à l'instant. Donc, parce que dans la plupart des modèles, finalement, on ne prend pas en compte ces éléments-là, qui sont assez nouveaux, l'effet des poussières sahariennes. Pourtant, on les voit quand même bien quand on se balade dans les Pyrénées. Donc, on avait lancé une campagne participative à la suite d'un événement qui avait eu lieu en 2021. Et on a pu estimer qu'en moyenne, sur un événement comme ça, on avait 15 grammes par mètre carré de poussière. Et donc ça nous permet d'estimer avec un modèle que quand on a vraiment un événement significatif tel que celui de 2021, février 2021, 15 grammes par mètre carré, ça avance en fait la date de déneigement de 22 jours. Vous voyez, sur une simulation sur le massif Haute-Bigorre. Vous voyez, c'est quand même significatif, c'est très important. Donc, toutes ces tendances climatiques, etc., il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas que le climat, il y a aussi l'effet des poussières sahariennes, et on ne sait pas en fait trop comment va évoluer ce forçage-là. Et voilà. Et enfin, sur les algues, alors désolé, j'ai pas d'éléments pour les Pyrénées, mais sur les Alpes, en fait, on a mené une étude pareil à base d'images satellites. On a pu cartographier la présence donc de ces algues, ces efflorescences algales là qui se développent sur le manteau neigeux à la fin du mois de juin. Et on a pu montrer, donc il y en a en fait beaucoup, quasiment 1% du territoire au-dessus de 1800 mètres peut être couvert d'algues. Et également, il y a un impact aussi sur la date de fonte. Donc là, c'est un peu plus faible quand même, mais c'est de l'ordre de quasiment une dizaine de jours par endroit si vous avez des efflorescences algales. Voilà, je suis désolé d'avoir dépassé et j'espère que c'était quand même digeste. Merci.